Pas loin d'ici, à Calais, on assiste dans ces dernières semaines à un phénomène qui est choquant. On voit des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants qui cherchent une vie nouvelle en laissant des pays, leur pays d'origine, dans lequel règnent des guerres, la mort, le désespoir. Et ce phénomène se répète tous les jours sur toutes les côtes du sud d'Europe, des Balkans, sur les frontières entre l'Amérique et le Mexique, entre l'Australie et l'Indonésie. Alors, moi, je voudrais vous inviter, nous inviter à voir ce drame comme un choix que nous devons faire entre une économie positive et une économie négative. Avec ça, je vous salue, je vous remercie chaleureusement pour cette invitation et je tiens à remercier Jacques Attali pour sa vision et son extraordinaire engagement sur ce thème. Mais quel est le rapport entre la souffrance de l'Afrique et notre économie? Si vous voyez les personnes qui laissent leur pays, certainement ils laissent leur pays pour des conditions de guerre, de révolte, contre-révolte, mais la majorité d'entre eux laissent leur pays d'origine poussés par des conditions de vie, des conditions de travail épouvantables, par la faim, par la soif, par la pauvreté. Alors, ce que aujourd'hui je veux vous montrer, c'est des exemples de cette dégradation écologique et sociale. Et le lien entre l'économie positive et l'économie négative. Le premier exemple se réfère à une industrie qui s'appelle l'industrie du fast fashion. C'est une industrie de multinationales qui base sa force sur des prix qui sont des prix bas. Bon, nous aimons tous économiser, mais en 2013, en Bangladesh, à Savar, il y a un bâtiment qui contenait des usines textiles qui s'est écroulé dans un instant en tuant plus que 1000 personnes et avec plus que 2000 personnes blessées. Voilà ce document. On va vous montrer quelques images. Ce document est un document qui s'appelle « The True Cost ». Si le document va partir. Cutting corners and disregarding safety measures had become an accepted part of doing business in this new model, until an early morning in April, when an event just outside of Dhaka, Bangladesh, brought a hidden side of fashion to front-page news. Well, state media in Bangladesh say an 8-story building has collapsed near the capital of Dhaka, killing more than 70 people. Garment workers in Bangladesh paying the price for cheap clothing. A huge crowd has gathered near the building site, many of them family members looking for loved ones, and they say they can still hear people screaming from underneath the rubble, crying out for help. Many are simply losing hope. The building was structurally unsafe, and yet they'd been forced back in. Many survivors are asking how they could have been forced to return to work when management already was aware of the cracks in the building and workers' concerns on the very day of the collapse. A lot of clothes in American stores are made in Bangladesh by workers who earn about $2 a day. Last month there, a garment factory collapsed, killing more than 1,000. And a few months before that, a factory fire killed more than 100. As story after story of clothing factory disasters kept filling the news, it was now the case that 3 of the 4 worst tragedies in the history of fashion had all happened in the last year. Le second exemple fait référence à la vente de semences de coton génétiquement modifiées en Inde par Monsanto. Et vous allez voir les conséquences catastrophiques dans ce documentaire qui s'appelle Behind the Label.
Monsanto is proud to be the industry leader in agricultural innovation because of what these agricultural advancements can do to help you double yields for the future needs of the world. We're dedicated to the future of agriculture and providing farmers with innovations that help them produce more and conserve more, while improving the lives of people around the world. Together, we can face the challenges of the next generation and beyond. BT cotton is a cotton in which a gene has been added from a bacteria to produce a toxin. But the BT cotton, which is supposed to control a pest, has been offered because it's a way for companies to own the seed. So farmers get into debt when they get the seed because of the high cost, 17,000% more. They get into deeper debt because it doesn't deliver on the promise of controlling pests, so they have to buy more pesticides. The tragedy with chemicals, whether it's fertilizers or pesticides, is that they are what has been called ecological narcotics. The more you use them, the more you need to use them. For a while, the yield of the single commodity climbs and then it starts to decline because you have contaminated the soil. It's the day those agents of these companies come to the farmer and say, "You owe me this much, you haven't paid back, now your land is my land." That day the farmer will go into his field, drink a bottle of pesticide and end his life. And every widow I've talked to said, and the neighbors came and said they first found my husband lying in the field. In the last 16 years, there have been more than 250,000 recorded farmer suicides in India. That's about one farmer every 30 minutes. Avec cela, je viens à la fin de mon intervention en nous disant que je pense que nous avons un choix à faire à deux niveaux. Un choix que nous pouvons faire comme citoyens en faisant attention à ce que nous achetons, en regardant bien comment les produits sont produits. Et deuxièmement, comme citoyens, nous avons, je pense, un devoir, c'est le devoir, un pouvoir et un devoir, le devoir d'indiquer à nos partis, à nos gouvernements, aux institutions internationales, quel est le monde dans lequel nous voulons vivre et dans lequel nous voulons que les futures générations, nos enfants, puissent vivre. La route de l'économie positive est longue, mais je pense qu'elle est tracée. La semaine prochaine, je serai aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, où on va approuver l'agenda 2030. C'est un agenda important parce qu'elle donne des priorités pour réduire les inégalités desquelles on a parlé, pour donner un travail digne à tout le monde. Et moi, je pense que nous tous, comme ambassadeurs de l'économie positive, nous pouvons veiller sur cet agenda et chercher à faire que cet agenda puisse vraiment nous aider à construire un monde plus juste, un monde plus humain pour nous, pour nos enfants, pour les désespérés de Calais et de tous les pays, pour les victimes de Savar et pour les paysans indiens. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Moratti. Vous nous disiez, effectivement, c'est très important, cette réunion aux Nations Unies à partir de la semaine prochaine, sur plusieurs jours, pour définir les objectifs de développement durable d'ici 2030. Comme j'ai un peu de mauvais esprit, j'ai envie de vous dire que malheureusement, des agendas comme ceux-là, il y en a déjà eu beaucoup de définis par l'ONU, et que certes, la pauvreté, certes, la faim
FAIM dans le monde recule, mais on est encore aujourd'hui dans une situation où on considère que 900 millions d'êtres humains vivent avec moins d'$1 par jour et où on n'a pas la sensation que le commerce, enfin l'organisation mondiale du commerce, je ne parle même pas de l'OMC, mais vraiment la structuration mondiale des échanges commerciaux, des échanges financiers, aille vers un monde plus équitable. On vit sur une planète qui peut se suffire à elle-même, qui a les moyens de nourrir chacun de ces êtres humains, mais qui ne le fait pas, et je n'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin. Quel est le poids de l'ONU pour réellement changer cela ? Il y a certainement des inégalités qui ont réduit dans ces dernières années. Ce sont des inégalités qui se sont réduites dans l'accès à l'eau potable, dans le numéro de personnes qui vivent dans la pauvreté, les accès aux ressources pour se nourrir avec une nourriture saine. Mais certainement, il y a des numéros qui sont épouvantables. Par exemple, pour les femmes, il y a 1,3 milliard de femmes qui n'ont pas accès à une finance légale. Alors moi, je pense que l'ONU, le FAO, tous les agences internationales doivent faire leur part, mais je pense aussi que nous pouvons les pousser vers des objectifs qui sont à notre portée, qu'on peut rejoindre et qu'on peut atteindre. Et je pense que moi je vois deux grands domaines dans lesquels nous pouvons pousser. Le premier, c'est de faire plus, de penser plus à une finance positive. Par exemple, je parle ici de microcrédit, mais je pense que le microcrédit est un instrument formidable. Si on pourrait penser à un fonds mondial pour le microcrédit, pour les remittances des immigrés, si on pouvait penser que le 10% de ça, des remittances des immigrés, pourrait aller pour créer des entreprises, le PNB de tous ces pays pourrait croître de 1%. Et l'autre domaine auquel je pense, c'est de relancer en Europe l'économie sociale de marché. Le commissaire Barnier avec le commissaire Tajani et Andor avaient fait un très bon travail. Malheureusement, ce travail maintenant, moi j'ai l'impression que ça ne pousse pas. Alors, les entreprises sociales sont, à mon avis, une réponse pour une nouvelle forme d'économie, une économie positive. Il y a certainement d'autres instruments. Une responsabilité des villes. Par exemple, hier soir, on a entendu ce très intéressant débat sur les indicateurs positifs des villes. Si les villes prennent conscience de leurs possibilités, c'est très, très important. Hier soir, on a écouté un débat sur les indices positifs de positivité des compagnies, des industries. Là aussi, s'il y a une prise de conscience, ça va être très important. Le message que je veux passer, c'est que nous tous, nous devons avoir une prise de conscience pour faire ce que nous pouvons dans nos responsabilités, mais en n'oubliant pas qu'on peut toujours faire quelque chose en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Moratti. Merci. Merci.